Bon, bon, moi, j'ai l'habitude de demander de mettre les caméras, vous n'êtes pas obligé, mais je pense que c'est un peu plus interactif et ça nous permet aussi de rendre un peu plus vivant la chose. Euh, voilà. Aujourd'hui, j'ai voulu faire, comme toutes les années, cette réunion. J'ai l'habitude de la faire en présentiel. Bon, les situations actuelles m'ont poussé à la faire en Zoom. Et puis, je pense que pour les parents qui ont des programmes bien chargés, c'est bien de le faire aussi à la maison. Ça n'empêche que, et c'est un peu l'objectif de la discussion d'aujourd'hui, c'est plusieurs choses. Première chose, c'est de vous expliquer de manière, en tout cas j'espère, la plus simple possible, l'organisation de l'année, de manière générale, que vous compreniez ce que vit votre enfant, que ce soit votre fille ou votre fils, parce que c'est important de bien savoir quel est l'état d'esprit de chacun et la difficulté qu'est cette première année. Deuxièmement, vous expliquez aussi le fonctionnement de la prépa, même si je l'ai expliqué maintes fois, mais je suis là aujourd'hui pour le faire avec vous. Euh, je répondrai aussi en troisième volet à vos questions, parce que je pense que certains d'entre vous ont certaines questions. J'essaierai de répondre. Si je peux, si j'ai les capacités, tant mieux. Sinon, je m'arrangerai pour y répondre. Et justement, je vais commencer par ça. La quatrième chose, et je conclurai par ça à la fin, c'est qu'il faut que vous compreniez que là, aujourd'hui, on se voit avec une interface. Mais mon objectif, c'est évidemment que lorsque vous avez besoin de quoi que ce soit, je sois là pour vous, je suis là pour vos enfants. J'essaye d'être le plus présent avec eux, de les soutenir, mais vous aussi, vous avez, et c'est aussi l'objectif d'aujourd'hui, un rôle non négligeable, au contraire, un rôle hyper important, et je vais essayer un peu de vous donner les grandes lignes de ce rôle-là. Et si dans l'année, vous voulez venir me voir pour X raisons, au contraire, moi, ça me rendrait très heureux de vous recevoir. Je ne suis pas cloîtré dans mon bureau, au contraire, je suis là pour essayer de donner un peu de moi-même. Et donc, au contraire, l'investissement des parents me plaît. Et, euh, et j'ai une promotion, et je voulais commencer par ça aujourd'hui. J'ai une promotion exceptionnelle cette année. Le niveau est très bon et surtout les attitudes sont bonnes. C'est-à-dire que je vois des étudiants en face de moi très impliqués. Je l'ai vu au stage de pré-rentrée, très au courant de beaucoup de choses, euh, très investis. Je pense que c'est le plus important. Je pense qu'au fur et à mesure des années, ils comprennent l'enjeu. J'essaye de leur faire comprendre l'importance de ça, de leur faire de transpirer la gagne, parce que bon, moi, je suis un compétiteur. Dans le sport et dans tout, et je pense que c'est important de leur faire comprendre l'enjeu qui se passe. Bon, voilà, ça c'était mon introduction. Je vais évidemment vous parler de l'année, du rôle important que vous allez avoir. Alors, vos enfants respectifs vont passer, et c'est pour ça que je fais la réunion assez tôt d'ailleurs. J'ai pas voulu faire la réunion en mi-quad parce que je pense qu'à un moment c'est trop tard et aujourd'hui il n'est pas trop tard pour aucune personne des fois de réagir, de parler. Et vos enfants vont passer les 3 mois de leur jeune existence, un des 3 mois les plus importants de leur vie. Je pèse mes mots. Je pense que, et avec moi, avec le recul, bon, moi ça fait 15 ans que je suis passé par là, je pense qu'avec le recul, je suis de plus en plus convaincu que tout, pratiquement tout, se joue dans ces 3 mois.
Pourquoi ça se joue durant ces 3 mois? Parce que le classement qui va être donné en janvier, puisqu'il y aura un classement en janvier, ne sera en aucun cas, même s'il sera révélateur, mais au-delà d'un certain classement, euh, espérer réussir son année, ben, c'est compliqué. Même si ma mentalité, c'est jamais de leur dire d'arrêter de travailler, mais je le vois de manière factuelle. C'est vrai que souvent, je vois des étudiants arriver au-delà d'un certain chiffre. On pourra en parler de ce chiffre-là, je ne vais pas m'avancer trop, mais au-delà d'un certain chiffre, ils perdent leur motivation. Et en fait, de perdre sa motivation durant le mois de janvier, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à les reprendre. Donc, et on en reparlera. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les 3 mois qui vont arriver vont passer à une allure folle. Il n'y a aucune période, même pour vous en tant que parent, qui va passer aussi vite que ces 3 mois. Vous allez vous retourner et vous allez vous retrouver le 6 décembre, le jour de leur examen. Et ça, je voulais juste vous retracer un peu l'état d'esprit que j'essaie de vous donner depuis le début de l'année. On doit absolument former une équipe. Euh, une équipe, elle est composée d'individus, de personnalités qui ont chacun leur rôle. Le rôle principal, on va dire le rôle de l'attaquant, c'est votre enfant. Moi, je suis le capitaine d'équipe. Je pense que je pense que j'arrive à avoir un discours qui les motive durant toute l'année. Et vous, en tant que parent, vous avez ce rôle-là qui ne doit pas être un rôle, en tout cas pour la plupart d'entre vous qui ont une relation avec votre enfant, qui ne doit pas avoir un rôle de dictateur. Vous devez avoir vraiment un rôle de parent. C'est-à-dire que moi, je vois souvent des parents durant toutes les années qui interviennent trop. Et quand je dis intervenir trop, c'est pas tellement dans la vie de manière générale, mais surtout dans la technicité. Fais-moi réciter ton cours, montre-moi que tu as appris. Je pense que ça, c'est mon rôle. Et mon objectif d'aujourd'hui, de vous faire comprendre, c'est que je suis votre intermédiaire. C'est-à-dire que chaque année, j'ai des parents qui m'appellent pour me dire, vous savez, j'ai l'impression que je ne chante pas trop mon fils ou ma fille. Mais ça, c'est très bien. Euh, Pas forcément dans le dos de l'étudiant, mais c'est bien de me faire part de ça. Mais je pense que quand vous allez en face de lui ou de elle et vous lui exprimez ça, ça peut créer une certaine confusion et, euh, et une certaine méfiance. Et je ne pense pas que ça soit bon. Je suis désolé, mais votre rôle principal, c'est un rôle mental et un rôle moral. C'est-à-dire que vous devez, me semble-t-il en tout cas, jouer le rôle de parent. C'est-à-dire, ça peut être rien, mais préparer des bons repas, avoir un visage souriant. Quand ils passent une journée un peu épuisante, avoir une attitude toujours positive, jamais négative. Et encore une fois, moi, je me souviens, à titre personnel, je me souviens de ma mère qui rentrait dans ma chambre, même à 22, 23 heures du soir, qui rentrait, il n'y avait plus un bruit dans la maison, il n'y a que moi qui travaillais. Je la vois en robe de chambre venir me dire courage, mon fils, bravo, je suis fier de toi. Et ça me parle. Aujourd'hui, j'ai encore ce souvenir-là de ma mère qui vient là. Et c'est rien, c'est vraiment rien. C'est pour vous, ça ne demande pas des efforts, mais ça change tout. Je vous assure que rentrer dans une relation, des fois, je le vois conflictuelle, ça ne change rien. Et au contraire, ça peut engendrer des tensions inutiles qui peuvent perturber votre accompagnement. Et je vous dis encore une fois, euh, avoir cette attitude-là, encore une fois, sourire, être avec eux, très positif, parler d'autres choses. Quand vous allez manger avec eux le soir, ne pas commencer à dire comment s'est passée ta journée dans ton travail. C'est pas forcément la discussion, mais parler d'autres choses, parler de la vie de manière générale. Et ça, c'est les petites choses. Faire un bon repas. Et je me souviens encore une fois, je vous dis, c'est bête, mais je me souviens des plats que me faisaient mes parents pendant que j'étais en première année. Je pense que ça peut paraître des petites choses, mais je vous assure qu'un étudiant le ressent
vraiment de manière complètement différente. Et je pense être peut-être le seul à faire une réunion avec les parents de manière un peu officielle, parce que je pense que vous avez un rôle fondamental. Je suis très surpris des fois de voir des parents que je vois jamais et des fois des parents que je vois souvent, même tout le temps. Et moi, je pense que, ou même par téléphone, je pense que vous avez un rôle à jouer fondamental, mais il ne faut pas se tromper de rôle. C'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Ne vous trompez pas de rôle parce que la seule chose, voilà, la seule chose que vous pouvez vous pouvez faire travailler, évidemment, hein, je sais qu'il y a des professionnels de la santé parmi vous et des gens qui sont aptes et capables, et encore, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'interagir, mais la seule chose que vous pouvez faire au second semestre, ça sera de les aider à apprendre des textes par cœur. Vous savez qu'au deuxième semestre, tu auras 30 textes à apprendre par cœur. Alors, leur faire réciter ces textes-là, parce qu'il y a vraiment que du par cœur, ça, à la limite, ça sera un moment de détente et un moment de partage avec lui ou elle. Mais vraiment, à part ça, je suis l'interface qui va vous aider. Vous avez un problème, vous m'appelez. Vous avez ou pas, mais vous pouvez avoir tous très facilement mon numéro de téléphone. Vous sentez chez lui ou chez elle un problème quelconque, et je vous dis, j'ai des parents qui m'appellent à l'intérieur toutes les semaines. Mais ça ne m'embête pas. Je vais vous dire quelque chose. L'année dernière, j'ai une patiente à moi, d'ailleurs, qui a inscrit son fils chez moi. Une patiente qui, je pense, parle très mal français. Voilà. Qui parle très mal français, ou très peu, des gens très, très, très modestes. Leur fils était pas forcément un bon élève, mais j'ai vu chez lui une motivation débordante. Je suis très sensible à ça. Bon, je lui ai fait confiance, euh, mais pas sans y croire, mais en me disant, je vais lui donner sa chance, mais non, je donne je donne pas ma main coupée que ça va marcher. Et je voyais cette maman qui était derrière en permanence et qui me faisait même à la limite, pas des reproches, mais qui me poussait, qui me disait ne lâchez pas, s'il vous plaît, ne lâchez pas, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Et moi, pour tout vous dire, ça me faisait des fois des piqûres de rappel et je le confesse. Euh, ça m'arrivait des fois qu'elle me dise j'ai l'impression qu'en ce moment, il est un peu trop détendu à la maison, des jeux vidéo, il se couche un peu tard, il n'a pas une hygiène de vie correcte. Eh ben, ça me faisait un petit piqûre de rappel. Et je lui ai envoyé de suite un message parce que je peux avoir mes défauts, mais je suis très réactif. Et de suite, je lui ai envoyé un message à ce garçon-là qui était méritant. Je lui dis, tu te bouges. Et des fois, je parle un peu secement. Je dis, c'est la dernière fois que j'entends, même de loin, que ça ne se passe pas bien parce que je veux que tu réussisses. Et je pense que vos enfants m'écoutent. Voilà, je pense que j'arrive à capter un peu leur attention et je pas ce rôle-là, je pense pas leur faire peur, pas du tout, c'est pas le rôle que je vais avoir, mais je pense qu'ils ont confiance en moi. Et quand je leur dis c'est la dernière fois que je vois ça, et ben des fois ça les réveille. Mais pour la petite histoire, ce garçon, il a réussi pharma. Alors, je vous assure que il n'avait pas forcément le profil, et je suis très gentil. Il n'avait pas forcément le profil, mais je pense qu'il doit remercier sa maman et son papa qui ont, dans leur attitude en tout cas, montré un tel investissement pour eux. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour eux, payer une écurie comme ça, c'était tout donner pour leur enfant. Et je vois, en tout cas, voilà, c'était pour vous donner un exemple que cette relation que vous et moi, on doit avoir, ça doit être cette relation-là de confiance. Et même si c'est pour m'engueuler, vous m'engueulez, il n'y a aucun problème. J'ai aucun mal avec ça. Je me vexe en aucune manière. Euh, moi, ma femme, quand je lui fais une réflexion, elle se vexe beaucoup. Moi, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Au contraire, si c'est constructif, c'est toujours une bonne chose. Et si ça peut aider votre enfant, c'est toujours une bonne chose.
c'était le point important de cette première partie. Deuxième partie, je voulais juste parler du rythme que doivent avoir vos enfants au fur et à mesure de l'année. Ils ont eu un mois d'été, un mois d'août très studieux. Bon, je suis très exigeant avec eux, je l'avoue. Ce n'est pas un défaut, au contraire, je pense que c'est une qualité d'être très exigeant avec eux. Je leur ai demandé de bosser 4 heures par jour à partir du mois d'août. Encore une fois, je pense que j'ai un discours souvent que très peu arrivent à cerner dans cette période-là parce que manque de maturité, pas assez prêt, pas de volonté réelle au début. Mais cette année, j'ai vu un engouement un peu plus important. Ça m'a plu. Et surtout, ils sont rentrés en stage de pré-rentrée prêts et prêtes. Et j'ai vu au stage de pré-rentrée, encore une fois, une attitude très positive. J'ai essayé en tout cas de mettre une ambiance qui leur permettait de sortir un peu d'un marasme au niveau des cours, se prendre des claques dans la figure sans cesse. Parce que quand on a eu 2 ans, et c'est le cas de vos enfants, 2 ans sans bac, en fait, c'est difficile de se mettre dans le bain directement. Il passe du tout au tout. Il faut en avoir conscience de rien à presque tout. Et en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est d'avoir vu leur réaction. Leur réaction, pour moi en tout cas, pour la majorité des étudiants durant l'été, durant le stage de pré-rentrée, c'est qu'ils se sont accrochés. Probablement qu'ils vous ont dit leurs notes du concours blanc qui n'étaient pas fameuses, mais c'est classique. Vraiment, les notes des concours blancs ne sont jamais fameuses parce qu'elles regroupent beaucoup de notions un peu nouvelles pour eux. Mais c'est pas grave, ils sont accrochés. Et je vous assure, j'ai chaque année plein d'étudiants qui viennent pas au concours blanc parce qu'ils ont peur, parce qu'ils veulent pas se faire. Ils se trouvent des excuses parce qu'ils sont pas assez prêts, etc. Là, franchement, j'ai eu à part 2 étudiants, ils sont tous venus. Les 72 étudiants qu'on a cette année, ils sont tous venus et ils ont donné une image, en tout cas, d'eux-mêmes hyper investie, hyper intéressante. On a fait aussi durant l'été, j'imagine que vous l'avez tous vécu à travers vos enfants, des séances un peu nouvelles pour nous, en tout cas pour moi, de séances de mémorisation avec un champion de la mémoire qui leur a fait pendant, je crois que c'était 10 heures de cours en tout, comment retenir de manière efficace avec des systèmes et des moyens, comment retenir des planches, comment retenir des réactions. Et ces documents-là sont enregistrés pendant un an. Ils ont accès à ces documents-là pendant un an. Même si aujourd'hui, le temps joue contre eux, ils ont peut-être moins de temps pour faire tout ça, mais ils savent qu'ils peuvent avoir ces aides-là durant toute l'année. Le stage de pré-rentrée, c'est fini. On a fait un beau concours blanc. Je pense que c'était une correction hyper vivante. Ils ont eu vraiment une possibilité de dialoguer, de discuter avec leur tuteur et leur tutrice. Et finalement, on a fait une dernière séance de méthodologie à la maison parce que moi, je rentre beaucoup dans leur univers. Je voulais aussi qu'ils rentrent un peu dans le mien. Je pense que c'est important que tout le monde paraisse normal, pas qu'il y ait quelqu'un sur un piédestal et qu'on ne peut pas atteindre. Au contraire, j'aurais ouvert les portes de chez moi et je pense que c'était aussi important pour moi de leur montrer une dernière journée un peu sympathique et pleine de bonne humeur. Ça, c'était donc il y a une semaine, 10 jours. L'année a commencé. L'année a commencé. Je pense qu'ils ont été pour ceux qui ont bien travaillé le stage de pré-rentrée, agréablement surpris de la facilité dans laquelle ils gèrent les premiers cours de l'année, parce que ce sont des cours qu'on a vus durant le stage de pré-rentrée. Des difficultés, il y en a, c'est classique. J'ai encore un étudiant qui est venu ce matin me dire ce cours-là, et ça c'est important pour vous que vous le compreniez, ce cours-là, je ne le maîtrise pas. Ça fait 2 fois que je le vois, je ne le comprends pas, je ne le sais pas par cœur. Alors, je leur dis clairement les choses. Je leur dis, vous savez,
Apprendre un cours par cœur en 2 fois, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Moi, je ne suis pas un génie. J'ai connu des génies, des gens qui apprenaient en 1 fois, 2 fois. Mais ça n'existe pas. Un cours, pour le savoir parfaitement, il faut le voir 5 fois, mais 6 fois, même 10 fois s'il le faut. Et ils ont le temps. Je vous donnerai tout à l'heure les programmes que je leur donne. Ils ont le temps de les voir, ces cours-là, 10 fois durant l'année. Et il faut pas rougir. Quand un cours, on le voit 1 fois, ben, on ne le maîtrise pas. Il ne faut pas rougir de ça. Au contraire, il faut être persévérant. Et ça, voilà, je leur rabâche en permanence que dans leur programme de l'année, un cours, aussi dur soit-il, ne doit pas les perturber et les mettre dans une situation un peu de doute. Et c'est pour ça que je vous en parle. Je veux que vous compreniez dans quelle situation ils sont. Parce que finalement, vous, votre rôle, ça va être de les rassurer en leur disant, mais tu sais, mon fils ou ma fille, ce cours-là, tu vas mettre du temps à l'apprendre. Ça va mettre peut-être 1 heure de plus demain. Et encore, tu vas le revoir ce week-end. Tu vas le revoir pour chaque écurie, pour chaque test de la semaine. Et je pense que ça va être un moment pour toi où tu vas le savoir de mieux en mieux. Et ça, pour moi, c'est fondamental. J'ai encore un papa qui m'a appelé cette semaine parce que son fils, dans une autre prépa, il est un peu perdu parce qu'il n'arrive pas à bosser un cours. Vous vous rendez compte le drame? Il n'arrive pas à bosser un cours, il a vu 1 fois. Et souvent, c'est l'apanage des gens qui sont un peu intelligents, qui veulent tout comprendre. Mais il faut être patient. Je pense qu'on est dans une société où on a tout de suite. On appuie sur un bouton sur Amazon, on a le colis qui arrive le lendemain matin et on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi quand on active un cours, quand on apprend un cours, on ne le sait pas parfaitement. Voilà, je le répète en tout cas en permanence, ces premières semaines de cours, il y a quelques cours un peu difficiles sur lesquels il faut qu'ils cravachent, il faut qu'ils travaillent. Et dans le programme, alors je vais essayer de vous donner ce que je leur donne toutes les semaines. Je pense que c'est aussi important pour vous que vous le sachiez. Toutes les semaines, je leur donne ça. Bon, a priori, vous voyez mon écran. Donc ça, c'est le groupe WhatsApp dans lequel je travaille avec eux. Et ça, c'est donc le planning. Vous le voyez tous, ouais, j'imagine. Bon, si vous me dites rien, c'est bon. Ça, c'est un planning qu'ils ont en permanence toutes les semaines. C'est pas pour, c'est juste pour que vous compreniez. Hein. Moi, je n'ai rien à vendre aujourd'hui. Hein. Je ne vends rien. Moi, je n'ai jamais rien vendu d'ailleurs. C'est juste pour que vous compreniez un peu leur rythme de travail. Ça, c'est le calendrier que je leur donne toutes les semaines. C'est-à-dire aujourd'hui, on est le 13 septembre. Et ben, ce midi, donc ils ont eu le cours à la fac en premier. Alors, peut-être certains d'entre vous vont me demander est-ce qu'il faut aller en cours ou pas. Je leur ai fait tout un document pour leur dire voilà, ce cours-là c'est intéressant, ce cours-là peut-être un peu moins. Et il faut qu'ils fassent leur propre expérience dans tous les cas. Mais disons qu'ils vont en cours le matin. Okay, on va partir du postulat qu'ils vont en cours le matin. Ils savent qu'à peu près tous les jours, pratiquement, il y a des fois un jour de repos que je leur donne, mais pratiquement tous les jours, ils ont quelque chose à l'écurie. Soit un QCM, soit un truc noté, soit un autre QCM dirigé qui peut être sur le site, soit une annale dirigée. Je vous expliquerai tout, mais l'idée, c'est que de 12h30 à 13h15, ils aient une séance à la prépa. Cette séance à la prépa, il y a des séances obligatoires et des séances facultatives. Alors, j'imagine que vous le savez, mais nos jours d'écurie, c'est le lundi chez nous. J'ai décidé cette année de le faire le lundi. Tous les lundis à 12h30, ils vont avoir un test noté et classé. C'est pas plus compliqué. Ils viennent, c'est obligatoire, bien évidemment. Ils s'assoient. Ils ont une grille de réponse la même que celle de l'examen. Ils ont un certain temps pour résoudre ce problème, ces questions-là. Ils me rendent leur copie. Jusque-là, tout le monde suit. Ils ont une correction avec le tuteur ou la tutrice sur le test en question. Et 2 jours plus tard, maximum, le temps de corriger, ils ont leur
leurs notes et leur classement. Ils ne doivent pas m'attendre, bien évidemment, pour avoir leurs notes. Eux-mêmes doivent savoir exactement quelles notes ils ont. Ils attendent juste à la limite le classement avec moi. Mais ce que je veux dire, c'est que vous savez qu'une fois par semaine, alors j'aime pas dire ce mot, le coup près tombe, c'est pas beau, mais ils reçoivent leur salaire. Chaque semaine, ils reçoivent ce qu'ils méritent. Okay, ils peuvent se planter, mais au moins ils savent où ils en sont. Et là, par contre, je vous parle en tant que vous, en parent, je leur ai dit à vous, mais je veux que vous en soyez conscients. C'est une séance obligatoire, pas parce que je veux les voir, parce que c'est la journée la plus importante de leur année, de leur semaine, excusez-moi. C'est la journée la plus importante parce que sans ça, ils ne savent pas où ils en sont, tout simplement. C'est agréable de savoir qu'on est bon, ou c'est dur, mais c'est aussi efficace de savoir qu'on est des fois pas bon. Mais si on ne vient pas, ou qu'on le fait à la maison parce que ma grand-mère elle a un problème et j'ai mal à la jambe, ou je dois aider mon petit frère à traverser la rue, ça marche pas. OK? À moins qu'il y ait de véritables raisons, ça ne marche pas. De ne pas le faire en condition, et l'expérience dans ces dernières années en Zoom me l'a donné, de ne pas faire en condition, c'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Donc là, c'était pas prêt. Alors, pour vous dire, je fais une parenthèse. Moi, vous savez, je donne beaucoup. Je ne compte pas. Cette semaine, la première écurie, le premier test, c'était prévu le lundi 20. Eh ben, j'ai vu une promotion hyper enjouée et hyper motivée. Eh ben, je dis, on va rajouter une écurie. Et demain, ils vont avoir leur première écurie notée. Et après, ce sera tous les lundis. Okay, mais dans tous les cas, cette écurie-là du lundi, ou ici, exceptionnellement le mardi, est le moment le plus important de la semaine. Et j'insiste pour qu'ils viennent tous. Pas pour moi, parce que s'ils ne viennent pas, moi, je fais des économies d'imprimante. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est pour eux. J'insiste parce qu'ils doivent venir. C'est hyper important d'être classé en condition. À la limite, pour certains qui n'ont pas le temps, pour X raisons, ils font l'examen, ils me rendent la copie, ils rentrent chez eux. À la limite, même s'ils suivent une correction, c'est hyper important. Mais ils doivent la faire. Et ce midi, par exemple, là, ce n'était pas noté. Ça, c'est des autres jours, donc les autres jours de la semaine. Il y a toujours des choses à la prépa. Chaque semaine, je leur envoie le programme. Mais en fait, ils vont avoir chaque jour des QCM. Ce midi, ce n'était pas noté. Mais c'était un dialogue de savoir d'abord où ils en sont. Et c'est un dialogue avec les tuteurs ou les tutrices. Donc, les étudiants, par exemple, ce midi, qui n'étaient pas là, eh ben, je vous assure que demain, je les attends au tournant. Parce que ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, ça veut dire soit ils sont complètement perdus, bon, pourquoi pas, mais bon, j'espère pas dès la première semaine, soit ils maîtrisent tellement que demain, ils déchirent. Et ça, pour moi, c'est aussi un test. Celui qui ne vient pas aux écuries, au QCM dirigé, aux annales dirigées et aux cours, je ne les jugerai jamais. Par contre, je les juge sur le résultat de l'écurie du lundi. Ça, oui, parce que c'est important de savoir où on en est. Je ne viens pas, mais je maîtrise. OK, vous savez, moi, je suis passé par là. Venir à 12h30 après son cours, une demi-heure de temps, ça n'a jamais tué personne et ça ne fait perdre du temps à personne. Parce que la discussion qu'on a avec le tuteur, la tutrice, le QCM où on s'est planté, eh ben, je vous assure que c'est quelque chose qui va leur apporter dans tous les cas. Et c'est en aucun cas du temps perdu. Et donc, ils ont une série de tests donc, une fois par semaine, plus des QCM le midi, ici aussi et ici aussi. Tous les midis, ils savent qu'ils vont avoir leur petit examen ou leur petit test ou leur petit QCM avec des débats. Je fais juste une parenthèse technique. Ça aussi, encore une fois, c'est peut-être pas votre rôle de le dire, mais si vous ne le voyez pas, vous me le dites. Un QCM, ça se travaille. C'est pas juste quelque chose qui s'évalue ou en tout cas qui sert à s'évaluer. Un QCM, ça sert aussi à apprendre son cours. Donc, dans mon programme, si pour certains qui communiquent avec leurs enfants l'ont vu, eh ben, chaque jour, vous avez des QCM à faire. Donc, en gros, chaque jour, sur le cours du jour,
Alors, je vous donne juste la logique. Donc, cours à la faculté le matin, ils doivent bosser les 2 cours du matin. Donc, aujourd'hui, ils ont eu ça, stéréochimie, et ils ont eu le 2e cours de physique. Ils doivent bosser jusqu'à 18h15, ces 2 cours-là. Je leur ai dû demander d'avancer ici en statistiques descriptives, ce qu'ils vont avoir ici, le cours de jeudi. Et enfin, de bosser de l'anatomie. Mais regardez, tous les soirs, tous les jours, même ici, du QCM ici, il n'y a pas un jour où ils ne doivent pas faire de QCM. Donc, dans la discussion que vous pouvez avoir avec eux, hein, banalement, tu dis, mais tu fais des QCM en ce moment, ça se passe bien? Mais c'est ça qui montre si on est fort ou on n'est pas fort. Si on fait des QCM et que ça ne se passe pas bien, au moins on sait où on en est. Et pareil, si on fait des QCM et que ça se passe bien, ben là aussi, on est content de son travail et on peut avancer sereinement. Mais les gens dont la semaine qui ne font pas des QCM, malheureusement, c'est peine perdue, ça ne sert à rien. Et encore une fois, j'ai eu une discussion la dernière fois avec un étudiant, je lui ai dit, tu connais ton cours? Il me dit, oui, je peux te le réciter par cœur. Il a cru qu'il allait m'impressionner. Alors, je lui ai dit, tu ne m'impressionnes pas, mon garçon. Je lui ai dit, est-ce que tu sais faire des QCM? C'est ça qui m'importe. C'est pas que tu saches par cœur, parce que de savoir par cœur, on n'en a rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu fasses des QCM et que tu les réussisses. C'est ça la vraie évaluation de savoir si je maîtrise ou pas un cours. Voilà. Donc voilà, ça c'est un planning, encore une fois, je répète, qui vont avoir toutes les semaines. Et vous voyez que le week-end, il y a 2 objectifs, revoir tous les cours de la semaine. Donc là aussi, hein, si vous calculez juste ici, pour vous donner un exemple, regardez, ce cours de effet inductif qu'ils ont vu aujourd'hui, ils vont le revoir demain. C'est obligatoire de revoir le cours de la veille. Obligatoire. On ne passe pas un jour sans revoir les cours qu'ils ont vus la veille. Bon, il y a plusieurs méthodes, mais je leur conseille de faire ça. Et le week-end, ils doivent voir tous les cours de la semaine. Donc, en fait, ce week-end, ils doivent revoir encore ce cours de stéréochimie. Donc, en tout, dans la semaine, ils doivent le voir au minimum 3 fois. Et donc, si on le voit 3 fois le cours, au bout de la 3e fois, là, on commence à toucher quelque chose. Et là, il ne faut pas paniquer si on ne le maîtrise pas, mais on commence à comprendre les choses. Et enfin, pareil, je finis sur ce programme-là. Je leur ai fait pas mal de cours durant le stage qui vont avoir un peu plus tard. Par exemple, j'ai vu avec eux les glucides et les lipides. Bon. Si le cours au stage de pré-rentrée ne le revoit pas régulièrement, ça ne sert à rien. Je ne suis pas là, moi, pour faire de la bonne conscience. Moi, je suis ici pour leur donner quelque chose d'efficace. Donc, un cours qu'ils ont vu au stage, ben, ils doivent le revoir là. Ils ont le temps. Donc, revoir ces cours-là, même un peu, même une partie du cours, mais de le maintenir dans son esprit. OK? Voilà. C'est très important également, et vous voyez dans ce programme-là, j'essaie de mettre un peu des codes couleurs. Les bleus, c'est toute la chimie. Vous voyez que là, en ce moment, le rythme en chimie, il est effréné. Et là, depuis 2 semaines, ils ont fait tout ça. Hein. Je leur ai déjà fait des cours sur ça, au stage. Donc, les cours de chimie finissent le 13 octobre. Je rappelle que l'examen, c'est le 6 décembre. Ça va aller tellement vite, les cours de chimie, que celui qui s'affole en se disant je ne connais pas tous mes cours, bah, c'est bête, parce qu'il sait que ça va très vite. Et ils savent très bien qu'à partir du 13 octobre, ils vont avoir toute une période de révision. Presque 1 mois et demi de révision. Donc, ce n'est pas parce que le 13 octobre, ils ne connaissent pas tout en chimie que c'est un drame. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez, quoi. Il y a une étape à tout. Et il faut être très lucide. Dernière chose, bien évidemment, sur le groupe, et ce que vous voyez ici, tout est sur le site en même temps. Donc, ça, c'est le planning que je leur ai donné. Ça, c'est une annale dirigée. Je vous montre ce que c'est pour que vous compreniez, à moins que ça ne vous intéresse pas. Une annale dirigée, ce que je leur fais souvent, et je leur fais des cours sur ça, c'est que je prends un thème sur les annales. Ça, c'est 2 cours qu'ils ont eu là récemment. Et je prends sur plusieurs années, sur, on va dire, 3-4 ans. Ça, c'était de 2014, de 2012, de 2017. Et je leur prends des thèmes où toutes les questions reviennent en permanence.
Et ça, c'est bien pour réviser pour eux, pour savoir en fait quelles questions tombent régulièrement en anal. Ok, ça, en 2020, c'est tombé. Ben, c'est hyper intéressant de se dire, ben, en fait, l'année dernière, c'est ce cours-là, cette question-là qui est tombée. Donc ça aussi, je leur donne très régulièrement. Enfin, sur le groupe WhatsApp, évidemment, je leur donne tous les cours de l'année. Là, tous les midis, ben, regardez le cours que j'ai envoyé ce matin. À 10 heures, il était en cours. Hein. Donc à 10 heures, ils avaient déjà le cours mis à jour, à 11h30 ici aussi. Et à midi, et voilà, donc à 11h31, ils avaient pratiquement tous les cours disponibles. Le dernier que j'ai mis, c'était à 13h30. Ça, c'est le QCM qu'ils ont fait ce matin. Voilà, c'est juste pour que vous compreniez. Après, j'en finirai, je répondrai à vos questions. Donc ça, c'est le QCM qu'ils ont fait ce matin. Ils avaient 20 minutes pour faire ce QCM-là. Ils avaient donc 15 questions. 15 questions ici. Ils ont eu 20 minutes et ils ont corrigé avec le tuteur ou la tutrice. Donc voilà, ils ont eu une correction hyper détaillée. Et encore une fois, je vous dis, les gens qui ont vraiment profité, tant mieux. Ceux qui n'étaient pas là, je pense qu'ils profitent un peu moins, surtout qu'en ce moment, ils ont du temps. Et enfin, dernière chose, c'est une nouveauté un peu cette année. Je leur ai donné cette année des cours, des vidéos pédagogiques de cours. Alors, je ne veux pas vous rentrer dans le détail, mais ça, c'est une tutrice à moi qui leur a fait ce cours-là. Je ne sais pas si elles sont ou peu importe. Sur 17 minutes, un cours de 17 minutes sur une notion en stéréochimie. Alors ça, ils en raffolent. Par les heures de ces cours en vidéo, je pense que c'est l'idée du siècle que j'ai eue, qu'on a eu avec mes tuteurs et mes étudiants qui travaillent avec nous, qui les aident. Mais ça, c'est une bombe atomique. C'est-à-dire, en gros, ils savent que c'est des vidéos très courtes. Et ça, je vais leur envoyer au moins 2 fois dans la semaine, qui va leur expliquer avec certains Axel et d'autres étudiants comment, sur des notions particulières de cours, comment s'en sortir. Et ça, c'est pour moi une des choses vraiment hyper importantes de l'année qui doivent se servir, et je n'ai même pas besoin de vous le dire, ils vont s'en servir. Et il faut prendre le temps, parce que tout ce que je donne, c'est jamais pour leur faire perdre du temps. Voilà. Et ça, ces vidéos-là, elles sont, je pense, en tout cas pour eux, et les messages que je reçois me le montrent. Voilà, là aussi, encore, je leur ai encore envoyé une vidéo. Pareil, ils demandent, ils ont. Ça, il faut que vous en ayez conscience. Ils demandent, ils ont. Ok, je peux avoir des défauts, j'en ai. Par contre, je suis très généreux à ce niveau-là. Jamais je rouspète. S'ils me demandent des choses, je leur donne sans aucun problème. Et ça, c'est les QCM que je leur ai envoyés sur le cours du jour. Okay, ceux qui ont été attentifs. Potentiel chimie qu'ils l'ont eu aujourd'hui. Changement d'état, ils l'ont eu aujourd'hui. Stéréochimie, ils l'ont eu aujourd'hui. Donc, ils ont eu tous les QCM qui doivent travailler. Et là, encore une fois, vous, en tant que parent, vous devez être attentif discrètement et finement à ce qu'ils fassent tous les jours ces QCM-là. Je ne suis pas là pour faire perdre du temps aux gens, je suis là pour, au contraire, leur donner les moyens de savoir s'ils maîtrisent un cours. Donc, voilà. L'année va être longue, je finirai sur ça. L'année va être longue, elle va être peut-être des fois difficile pour certains qui mentalement vont avoir du mal. Ce n'est pas les plus bons qui vont réussir. Ceux qui avaient les meilleures notes au bac, croyez-moi, à rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. C'est ceux qui vont tenir le rythme, ceux qui vont tenir le coup, ceux qui vont, lorsqu'ils vont se prendre une claque dans la figure, se relever. Je pense que chacun dans sa vie, dans son expérience, on a chacun un moment où c'était un peu difficile, où on s'est relevé, on s'est battu. J'essaie de leur faire comprendre que c'est le moment où il faut impérativement qu'ils se battent et ne pas lâcher, parce que je pense que 3 mois dans la vie d'un étudiant, c'est très court. C'est rien. Et il faut que pendant ces 3 mois, on ne se pose aucune question. C'est le discours que vous devez avoir avec eux. Ne te pose aucune question. La seule question que tu dois bosser, c'est comment je bosse. Pas est-ce que c'est fait pour moi, c'est trop dur pour moi, je ne suis pas capable. Ça, c'est se cacher derrière son petit doigt en se disant peut-être que peut-être je me trouve des raisons et des prétextes à ne pas être efficace.
voilà, donc je compte vraiment, vraiment sur vous. En fait, ce n'était pas pour vous expliquer l'année, en fait. C'était un guet-apens, cette réunion. C'est vraiment parce que vous êtes partie intégrante du projet. Vous savez, moi, je suis rien. Je suis rien du tout. C'est les tuteurs et les tutrices qui me permettent de les aider. Je suis hyper reconnaissant. On a une bonne équipe. Ça aussi, je fais juste une parenthèse, mais je leur ai donné un tuteur référent à tous et à toutes. J'en ai changé quelques-uns. Vous savez, les étudiants qui rentrent en deuxième, troisième année, eh ben, ça arrive que des fois, ils n'arrivent des fois pas à gérer leurs cours, leur tuteur, leur tuté. Des fois, c'est pas évident. Et des fois, ça m'arrive, j'en ai changé trois, quatre, des étudiants qui viennent me voir en me disant ce tuteur-là, il m'a pas répondu à ma question, je l'ai senti pas présent. C'est pas un problème. Ils viennent me voir, ils me demandent Dan, est-ce qu'on peut changer? Est-ce que je peux lui poser une question? Est-ce que c'est mieux d'être avec lui? Moi, je suis là pour dialoguer. Il n'y a jamais de porte fermée. Donc, j'en ai changé quelques-uns et ça se passe très bien. Mais celui qui vient pas me voir, qui ne me parle pas, qui ne me dit pas j'ai besoin d'aide, ben, il est quelque part pas malin. Pas malin. Parce que le timide, en tout cas chez moi, n'apprend pas. Au contraire, celui qui vient me voir, me poser des questions, et je pense avoir le temps pour ça, pour eux, eh ben, celui qui vient, il a tout gagné. Il a tout gagné parce qu'en parlant des fois quelques mots, ben, on peut résoudre des solutions et résoudre des problèmes. Voilà, donc c'était un peu mon dernier mot. On va rester en équipe, comme je l'ai dit, on va former une équipe jusqu'en décembre, jusqu'au 6 décembre. On doit être tous soudés parce que ce que vous allez vivre, parce que vous aussi, quelque part, vous allez vivre une première année, bah, quelque part, bah, il faut être forte, il faut être fort et il faut avoir une attitude, un mental qui est vraiment à toute épreuve. Et je compte vraiment, c'est pour ça que je dis c'est un guet-apens. Je vous dis que je compte vraiment sur vous parce que vous êtes autant que moi dans la gestion et dans la réussite de votre fils ou de votre fille. Voilà. Je vais répondre à certaines questions si je peux y répondre, bien sûr. Voilà. Alors, dites-moi, peut-être pas tous en même temps, mais si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. J'ai une question. Oui. Sur les QCM qui commencent déjà à faire, ils sont censés savoir répondre à tout. Ou est-ce que c'est graduel? Est-ce que là, le fait qu'ils amorcent à peine les cours, est-ce que c'est normal qu'ils aient... Moi, mon fils m'a dit qu'il avait des questions qu'il a eu l'impression qu'il n'avait pas vues en cours. Est-ce que ça veut Alors, dire qu'il y a un manque de travail ou est-ce que c'est parce que c'est un QCM de niveau de fin de semestre, fin de quad? alors, effectivement, Jarod, il m'a posé la question et je lui ai répondu tout à l'heure. Alors, il y a deux types de QCM. Il y a le QCM fait de manière quotidienne par les tuteurs sur le cours du jour. Ces QCM-là, ils sont censés les faire et de les résoudre. Parce que ces cours-là ont été mis à jour. Moi, je leur donne aux tuteurs les QCM mis à jour et ils sont censés les faire. S'il arrive tout à faire, tant mieux, on n'a pas de discussion. Si des fois il a des choses qu'il n'a pas, il a pas vues, il doit le vérifier dans le cours, puisque le cours fait foi, bien évidemment. Je fais une sous-catégorie à ça. Moi, je les fournis les cours, bien évidemment, mais il ne faut se faire confiance qu'à soi-même. C'est pour ça que aller en cours, c'est aussi pour eux un gage de dire, ben, en fait, je loupe rien. Celui qui va prendre les cours à la fac, c'est un étudiant comme eux. C'est un homme, c'est faillible. Donc, ça peut arriver que cet étudiant-là en question, ben, il nous dit peut-être quelque chose. C'est très rare, mais ça peut arriver. Donc, ça, c'est les premières types de questions. Les questions journalières, premièrement. Les questions de QCM dirigées qu'ils ont eues, par exemple, aujourd'hui, non notées. Pareil, c'est des QCM qui sont faits sur les cours mis à jour. Et les écuries qui sont faits une fois par semaine et qui doivent aussi être faits en fonction des cours mis à jour. Il y a une deuxième partie des QCM que je donne, c'est souvent des QCM des années précédentes.
Je ne suis pas avare en QCM, j'en donne des tonnes de QCM. Il y a certains des QCM, une écurie que j'ai donnée l'année dernière. Là, pour ce début d'année, il y a très, très, très peu de choses qui changent. Hein. Donc, pour tout vous dire, il y a a priori, tout reste la même chose. Mais il y a des fois des cours qui changent un peu. Alors, des fois, quand je leur envoie un QCM de 2019, ou de 2018 ou de 2020, c'est possible qu'il y ait des petits changements. Donc, il faut savoir, il faut juste, et même quand il y a des annales, quand je leur envoie des annales classées par thème, ben, en 2015, peut-être que le prof a enlevé quelque chose et qui est plus au programme aujourd'hui. Encore une fois, c'est assez rare, mais a priori, ça marche comme ça. Donc, ils doivent savoir, soit c'est un QCM du jour même ou de l'écurie ou fait par un tuteur là en 2021. Ça, je leur dis à chaque fois, ils savent exactement ce qu'il en est. Soit c'est un QCM, et donc là, a priori, ils doivent savoir répondre à tout. Il faut vérifier. Hein. Des fois, s'ils butent sur quelque chose, c'est peut-être quelque chose. Et c'est bien parce qu'ils sont venus me voir au début de l'année. Ils m'ont dit, est-ce qu'on peut créer un groupe que pour nous entraider? Alors, c'est intéressant. Dans ce groupe-là, je crois qu'ils ont fait un groupe Snapchat ou je ne sais pas, je suis dépassé moi. Mais je crois qu'ils ont fait un groupe justement pour résoudre ce genre de problème-là. Est-ce que vous avez vu ça dans le cours? Ils doivent dialoguer entre eux. Cette prépa familiale, même si je ne veux pas que ce soit péjoratif, cette prépa en petit groupe, elle permet ce genre de discussion-là. Donc, pour tout ce qui est hors QCM du jour, c'est possible des fois qu'il y ait des choses qui soient hors concours. Ce n'est pas grave, on raille et on fait le reste. On prend que le bon, et ce qui n'est pas bon, en tout cas pas actualisé, on le laisse de côté, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous écoute. Bon, moi, j'en ai une seconde, s'il n'y a personne qui a d'autres questions. Oui. Sur l'assiduité au cours en amphi. Est-ce que, pareil, là, mon fils trouvait qu'il y avait des cours plus ou moins intéressants. Enfin, alors, je me demande, est-ce que je dois le laisser faire, lui, se gérer sur aller ou pas, ou partiellement à des cours en amphi, ou est-ce que je dois le rappeler à l'ordre sur le fait qu'il faut absolument tous les cours? C'est une bonne question. Mais j'essaye en tout cas de penser à tout. Je leur ai mis sur le groupe WhatsApp d'ailleurs de travail. Et c'est encore une fois, je suis entouré que de gens super. Hein. Voilà. J'ai un garçon qui s'appelle Tristan. Peut-être vous avez entendu parler un peu de lui à travers vos enfants, qui a décidé de faire de sa propre initiative. Hein. Moi, j'ai aucun mérite. Hein, de sa propre initiative de faire un tableau Excel, avec tous les noms des enseignants classés par matière et leur attitude en cours. Là, je vous dis juste, c'est un prof, ça, Champsor, c'est un prof d'anatomie. Alors, ils vous disent que quand ce prof-là donne cours, voilà, je vous conseille de vous faire votre propre opinion a priori dès le début et après vous avisez. Guénon, ce prof-là. Si vous aimez visualiser les schémas des profs au tableau, allez-y. Ces schémas sont bien faits. Pyro, tout simplement excellent. Ça donne goût. Brunet, le poly suffit amplement à faire le taf. Vous ne gagnerez pas énormément à l'écoute autant que les schémas seront plus clairs sur le poly. Vous voyez, il a essayé, en tout cas de manière très humble, de faire un tableau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le travail que ça donne, de faire avec chaque prof. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'aller? Est-ce que c'est bien? C'est un avis personnel. Je pense que aujourd'hui, ils ont, au bout de 2 semaines de cours, peut-être pas aujourd'hui, mais à la fin de la semaine, ils vont avoir l'esprit un peu plus critique, à savoir est-ce que je vais en cours? À savoir que je ne vais pas forcément en cours. Moi, je leur conseille d'aller en cours, de faire leur propre décision. Mais vous allez voir que, par exemple, en mathématiques, il va se dire, moi, ce cours-là, il ne m'apporte pas beaucoup. J'accroche pas. Ils ont l'impression de dormir pendant le cours. Et ça, c'est la faute des enseignants, bien évidemment. Mais il y a certains cours où ils savent, en tout cas, moi, je leur ai dit, et ils savent que c'est plus ou moins intéressant d'y aller. Il y a des écoles, encore une fois, je vous dis, il y a des gens qui ne font jamais aucun cours qui réussissent brillamment.
des gens qui vont à tous les cours qui réussissent brillamment. Donc, je ne veux pas me positionner, je vous dis juste qu'effectivement, leur expérience est catégorique et je pense qu'il faut leur faire confiance sur ce point-là. Et encore une fois, les notes qu'ils ont au prépa sont révélatrices. S'ils vont à aucun cours et qu'ils vous ramènent des 8 et des 9, bon, il y a un problème. S'il va à tous les cours et qu'il vous ramène aussi un 8 et un 9, là aussi, il y a peut-être un manque d'efficacité. Donc, je pense qu'il faut leur laisser la chance et leur faire confiance. Et encore une fois, moi, je suis là pour dialoguer avec eux. Donc, si des fois ils doutent sur quelque chose, qu'ils n'hésitent pas. Est-ce que je vais à ce cours? Est-ce que je ne vais pas à ce cours? Voilà, moi, à mon niveau, je pourrais les diriger. Mais s'ils vont parler de confiance, je pense qu'au début, il faut qu'ils aillent à tous les cours. Maintenant, au bout de 2 semaines, je pense qu'ils vont lentement passer dans un truc où ils vont peut-être apprendre juste les cours que je leur donne. Ça leur rajoute quand même 4 heures de travail dans la journée. Donc, ça peut être un bon calcul. Ça peut être un bon calcul. Est-ce que j'ai d'autres questions? Vous n'êtes pas timide, j'espère. Regardez, il est 21h51. Donc, j'ai encore quelques minutes. Je suis à vous. Vraiment, n'hésitez pas. Alors, personne? J'ai été très clair. Karine, si vous voulez dire encore quelque chose, vous pouvez. Hein. Je peux en poser encore une. Hein. Ah bah Moi, oui. sur le vocabulaire, bon, moi, je ne suis pas de la partie médicale. Le vocabulaire écurie, quand vous dites qu'il y a une écurie, c'est juste ce QCM noté, classé, c'est ça? C'est C'est ça que vous ça, appelez? exactement. C'est le fameux test une fois par semaine, qui doit faire la prépa. Comme je vous l'ai dit, c'est tous les lundis. C'est vraiment tous les lundis. Ils ont, je vous le montre gentiment, juste pour que vous compreniez. Ils ont ce planning-là. Alors attendez, je vous le montre. Alors ça aussi, je veux que vous soyez pas sévère avec eux, c'est pas le bon mot, mais je veux que vous soyez très clair avec eux. Information pratique. Non, c'est pas sur ici. Je vais vous dire où il est. Je vais vous donner juste le planning pour que vous sachiez un peu où ils vont. Alors, il est où là? Voilà. Planning. Ça, c'est le planning que je donne chaque semaine. Et ça, c'est le planning de l'année. Donc, le planning de l'année, il est là. Donc, ici, je dézoome. Ça aussi, ça par contre, je leur ai dit, il y a une chose, vous ne me saoulez pas. Il y a une chose, c'est de me dire quelle écurie il y a la semaine prochaine. Ça me saoule parce que ils ont un programme. Ça, ils doivent l'accrocher dans la chambre. Ils doivent savoir. Ici, par exemple, aujourd'hui, il y avait QCM dirigé du E1. Ben, ils ont fait à la prépa. Demain, je l'ai un peu modifié. J'ai fait un truc parce que je suis hyper généreux, j'adore. Je leur ai fait, ils m'adorent d'ailleurs. Je leur ai fait un examen. Voilà, au lieu d'un QCM gentil, je leur ai fait un examen. Donc, ils ont le programme. Donc ici, ils savent que tous les lundis, la semaine prochaine, ils ont la chimie et les mathématiques, le nombre de QCM qu'ils vont avoir. Le 27, ils vont avoir aussi la chimie et l'anatomie. Voilà, ils ont tout. Moi, dans ces trucs-là, je m'adapte. C'est-à-dire que je ne suis pas là en train d'être rigide, il y a ça, je ne bouge pas. Alors, il y a des fois où je peux augmenter, enlever un petit peu, réadapter en fonction de leur planning et de la pertinence. Des fois, je peux modifier. Ça ne me gêne pas de le modifier si c'est dans leur intérêt. Mais ils doivent suivre le programme. Tous les dimanches, je leur envoie le planning de la semaine pour qu'ils aient tout, et qu'ils se laissent guider. Voilà. Donc, voilà, j'ai un peu élargi la question, mais voilà, pour répondre à la question, c'est vraiment le terme écurie est capital. Et surtout, c'est que c'est tous les lundis. Là, c'est exceptionnellement mardi, excusez-moi, mais c'est tous les lundis, c'est noté et classé. Le reste, et c'est obligatoire. Oui, Isabelle? Oui, par rapport à l'écurie, c'est une écurie qui est notée, d'accord? Est-ce que on doit demander quelle est la note? Est-ce qu'on ne leur met pas la pression? Est-ce que
Voilà, donc la question, elle est, voilà, Alors, tout à ce dépend. niveau-là. Alors, Mm. très bonne question. Tout dépend du caractère rebelle de votre enfant. Oui, voilà. Si vous sentez qu'en lui posant la question, ça la rend très nerveuse, Oui, vaut mieux pas ça. trop insister. Moi, je suis là pour ça. Vous savez que les tuteurs qui D'accord. s'occupent d'eux Ok. doivent me faire un compte rendu. Ils doivent me faire un compte rendu sur leurs notes, sur un truc, sur leur retard, etc. Donc moi, même de loin, et eux aussi doivent me dire un peu où ils en sont. Ok. Maintenant, la seule chose, Isabelle, que je vous souhaite, c'est de regarder au moment où j'envoie les corrections et les classements, regarder avec elle les corrections et d'être contente qu'elle arrive dans les 5 premières. Voilà. Et ça, oui, elle vous Mais dira comment je peux faire pour accéder? Parce que j'ai pas voilà. Parce que là, moi, j'ai une règle, c'est que je ne fais jamais rien dans d'autres étudiants. Donc, si maintenant, d'un commun accord, avec votre fille Émilie, par exemple, vous voulez que je vous envoie chaque fois le classement, il n'y a aucun problème. Vous me demandez, je vous transfère un dossier, ça me prend une demi-seconde. ok. Mais voilà, c'est normalement, dans un temps normal, elle doit vous les communiquer. Ça, encore une fois, ça dépend quel individu vous avez en face de vous. Normalement, moi, je savais que je regardais presque les résultats avec ma mère à côté. Alors, bon, moi, je suis fusionnel Non, avec là, c'est pas. elle. Émilie, elle n'est pas comme ça. Non, Voilà. elle n'est pas comme ça. Voilà. Mais voilà, si vous voulez, vous, d'un autre côté, si votre fille, elle n'envoie pas trop l'inconvénient, je peux très bien vous envoyer le classement. Moi, ça m'embête pas. Hmm, Moi, ça m'embête pas hmm, particulièrement. Si ok. l'étudiant est d'accord, je vous l'envoie. Si vous me le Oui, rappelez, oui, je vous l'envoie. Mais ça voilà, marche. ça, dans la relation de confiance que vous avez avec votre fils ou votre fille, il faut être très fin parce que si on, Voilà, c'est ça. Hmm. quand vous arrivez avec vos gros sabots, combien tu as eu à l'écurie, quel classement tu as eu, ils peuvent très bien être un peu C'est ça. méfiants et ça peut Ça vous. dépend des enfants, en fait. Je pense que s'ils viennent directement, naturellement vous le dire, vous avez tout gagné. S'ils ne Hmm. viennent pas vous le dire, n'insistez pas. À la limite, vous m'envoyez un petit message à moi, je vous dis un peu ce qu'il en est. Mais voilà, normalement, vous savez que l'écurie, c'est le lundi. Cette année, je vais les donner à mes tuteurs de corriger parce que ça me fatigue un peu toutes ces histoires de correction. Normalement, le mercredi soir, maximum, ils ont leur classement. Voilà, donc le mercredi soir, s'il n'y a rien qui vient chez vous, bon, bah, vous demandez. Voilà, j'essaye discrètement de vous le dire. Alors, moi, j'ai une petite question justement, puisqu'on parle de classement. Justement, comment poser la question? À partir de quelle place on est bien, enfin, quel chiffre on est bien placé? Alors, bon, c'est une bonne question. Alors, tout dépend des écuries. Tout dépend du niveau aussi de préparation qu'ils ont eu. Mais disons que mes classements seront sur à peu près 70-75 étudiants, puisqu'il y en a pas mal aussi qui font les écuries à distance. Sur 75, si vous êtes dans les 25 premiers, 30 premiers, c'est un classement qui est correct. Okay. Bien évidemment, ça, c'est un discours que je tiens avec vous parce que moi, quand je les regarde dans les yeux, je leur dis tu es dans les 10 premiers, hein, bien évidemment. Mais je suis satisfait s'ils sont dans les 25-30 premiers. Au-delà, ce n'est pas un bon résultat. Et encore une fois, ça aussi, c'est des choses. Un étudiant peut être toute l'année un peu moyennos parce que dans l'organisation, il n'est pas arrivé à travailler un rythme, même si c'est révélateur, il peut pendant les semaines de révision, et cette année, vous avez de la chance, ils vont avoir près de 2 semaines, plus 3 semaines de révision, ce qui est énorme. D'habitude, on n'a pas le temps. Donc, ils peuvent rattraper ce retard-là. C'est pour ça qu'il y a des étudiants qui, des fois, entre 11 et 13, qui sont pas, c'est pas excellent, mais ça permet de finir dans les 40 premiers, on va dire.
je les booste à fond parce que je sais que ça peut décoller. Je sais qu'il peut avoir un déclic. Donc oui, l'idéal, c'est de finir dans les 20 premiers, dans les 10 premiers, parce qu'il y en a à peu près 30 qui vont réussir. Mais si vous voulez, voilà, c'est pas rédhibitoire. Il n'y a pas de mauvais classement définitif. Il y a une note révélatrice, mais il n'y a pas de chose qui est rédhibitoire. Ok. Et moi, je le vois ça. Hein, je vois des étudiants des fois qui ont un… Et c'est très simple. Il y a des fois des étudiants qui ont un 12, je les engueule comme jamais. Et il y en a qui ont un 12, que je les encense comme jamais. Donc après, tout dépend. Nathalie, vous êtes la maman de qui, excusez-moi? D'Amandine. Ah, d'Amandine, excusez-moi. C'est clair. Par exemple, Amandine, elle m'arrive avec un 12, j'engueule. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et il y a des étudiants qui vont arriver avec un 12, où je vais les encourager parce que je sais que c'est une grosse progression pour eux. Et ça c'est encore une fois le drame le bonheur de la première année, c'est qu'il n'y a pas de règle. Un étudiant qui a une mention très bien n'a aucune assurance de vouloir réussir parce qu'en fait, tout le monde a une marge de progression. Donc l'essentiel, c'est d'avoir une note à l'écurie qui soit correcte, peu importe la note, 12, 13, 14 en fonction de la classe, et d'évoluer. La prochaine fois, j'aurai mieux, j'aurai un meilleur classement, et ainsi de suite. Être très, très compétiteur. Il ne faut pas être trop gentil en première année. Il ne faut pas être trop gentil. Il faut être avec soi-même très compétiteur et un peu méchant. Et des fois, je vois des visages d'étudiants trop gentils. Je les pousse, en tout cas cette année, être un peu méchant. Voilà, un peu, pas trop gentil. Vraiment, avec soi-même, et que je vois dans leurs yeux la compétition monter. Voilà, ça c'est ce que j'essaie de leur donner au niveau des résultats, en tout cas des notes des écuries. Est-ce que vous avez une autre question? Je reviens un petit peu moi sur les notes. Du coup, est-ce qu'on sait aujourd'hui, par rapport au nouveau système de passe, justement les notes qu'il faut avoir en fonction de ce qu'on a choisi, si on a choisi médecine, dentaire, sage-femme, quelles notes à peu près il faut avoir par rapport au classement? Si vous voulez être tranquille, il faut avoir 16. Alors 16, c'est pour avoir quel… ouais, pour 16, tout avoir tout. Avec 16, a priori, vous avez médecine. Cette année, le nombre de places va être beaucoup plus important que l'année dernière, bien évidemment. Donc, c'est une chance pour vos enfants. Donc, oui, 16 pour avoir médecine idéal. Bien évidemment qu'il y a une note du premier et du deuxième semestre. Les notes du deuxième semestre sont toujours plus élevées que le premier semestre. D'une part, parce que les matières sont beaucoup plus faciles. C'est-à-dire que les matières du premier semestre sont beaucoup plus faciles que le premier. Donc, le deuxième, il n'y a pas de difficulté en chimie, pas de physique, il n'y a pas de mathématiques, des matières un peu discriminantes. Et deuxième chose, c'est qu'ils ont une méthode de travail et des réflexes qu'ils ont de suite, en fait, et qu'ils n'ont pas forcément au mois de septembre maintenant. Donc, si au premier semestre, ils ont 14 au minimum, je les bénis, parce que ça veut dire qu'ils sont encore dans le coup. Et au deuxième semestre, ils doivent avoir 17, même des fois un peu plus, pour peut-être rattraper un peu le coup et pour être classés dans les meilleurs. Oui, 16 pour avoir médecine dentaire, 12, 13, si vous avez pharma, 12, 13, c'est bien. 12, 13 pharma ou kiné, vous pouvez avoir pharma. Voilà, alors regardez, Isabelle, Aurélia avait combien de moyenne générale à la fin? Parce qu'Aurélia, il pharma l'année dernière, notre fille. Oh, c'est bon. Elle avait 14,5. 14,5. Bah voilà, 14,5, cette année, c'était un peu élevé. Mais à partir de 13, 13,5, vous avez quelque chose. D'accord. Parce que moi, c'est un cas particulier. Je crois que c'est la seule Amandine à vouloir faire sage-femme. Je crois que c'est la seule de la promo, non? Oui. Alors, sage-femme, le niveau, il est encore un peu moins élevé. Ouais. Bon, alors, elle a moins la pression, alors. Non. Oulala. Ne dites surtout pas ça. Non, au contraire. Le premier semestre, dans tous les cas, ils doivent être dans les 3, 4, 500 premiers. Ça, c'est l'objectif. D'accord. Après, le deuxième semestre, c'est une autre question. Mais ils doivent viser le meilleur pour avoir le choix du roi. Et ne pas faire des choix par défaut
en janvier. Ok. Ils sont combien d'inscrits sur la première année? Il y a combien d'élèves en tout? Ils vont donner des chiffres bientôt, je pense, mais entre 1005 et 1007. L'année dernière, ils étaient 1700. Ils se donnent le droit des fois d'augmenter des places, donc des fois entre 1500 et 1700. Mais ils sont ce chiffre-là. Alors, juste pour que vous soyez un peu plus détendus, sur les 1700 personnes, je pense qu'il y en a au moins 500 qui viennent pour la bourse. Donc, ils viennent sans venir. Donc, ça, je vous le dis, je vous le signe. Donc, si vous vous battez avec 1000 personnes, c'est beaucoup. Et sur ces 1000 personnes, il y a des gens qui n'y arriveront jamais. Donc, les vraies personnes avec qui vous combattez vraiment et qui sont investies de A à Z, s'ils sont 800, c'est le bout du monde. C'est le bout du monde. Donc, quand je leur dis ça, ça les remotive. Parce que c'est vrai. Je pense qu'entre 800 et 1000, c'est les vrais gens qui travaillent vraiment. Comptez les places en médecine. Il y en a, il doit en avoir à peu près 300, 320. En dentaire, il y en aura au moins 50, 60 au minimum. En pharma, ils vont en avoir au moins 100, voire un peu plus. Et en kiné, à peu près la même chose, une centaine de places. Comptabilisez tout et vous allez voir que la proportion, elle est intéressante. Elle est intéressante. Elle n'est pas du tout du 10 ou du 15 ou du 20%. Je pense que c'est aujourd'hui des études, pour moi, qui sont… En tout cas, l'année dernière, ce n'était pas un bon calcul parce que l'année dernière, c'était très exigeant, mais je pense qu'aujourd'hui, tout à chacun est capable de réussir, pas sans problème, mais est capable de réussir, a la capacité de réussir. Ça, il faut se mettre dans la tête. Mais voilà, encore une fois, c'est les 3 mois les plus importants. Si là pendant les 3 mois, il y a un espèce euh, de lenteur à démarrer, ça ne va pas le faire. Parce qu'en janvier, ce n'est pas en janvier qu'on se réveille, parce qu'en janvier, c'est déjà trop tard. Donc là, jusqu'en décembre, c'est des couchées doubles, on ne se pose aucune question, et c'est pour ça que cette réunion, je la fais le 13, pour que vous soyez tous et toutes conscients de l'importance de cette période-là. Hein. Vous avez sûrement peut-être, certains d'entre vous, des enfants qui ont peut-être déjà réussi une première année de médecine, ou des gens que vous connaissez de l'entourage qui a réussi la première année de médecine. Bon, je crois que c'est le moment le plus intense de sa vie. Pourtant, moi, je me suis marié, j'ai eu des enfants, les moments importants, je les maîtrise, je les connais autant que vous. Je pense que réussir une première année de médecine, ça, pas en termes d'importance, hein, mais en termes d'intensité qui n'a aucune mesure, quoi. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup et c'est un bonheur qui le poursuit toute sa vie. Donc, ces 3 mois-là, il n'y a pas de se regarder dans la glace en disant ce que je suis capable. Non, ils sont tous capables et c'est celui qui croit le plus qui va réussir. C'est celui qui croit le plus qui va réussir. Et celui qui ne croit pas trop en lui et qui se regarde dans son nombril et qui se dit bon, peut-être c'est pas fait pour moi, malheureusement, voilà, il y a 2 études. C'est pas un drame, il y a 2 études, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça leur donne des ailes que de croire en eux. Voilà, ça leur donne des ailes. Il faut peut-être avoir des parents qui ont donné une dose de confiance à leurs enfants. J'en sais rien, je ne suis pas psychologue, mais il faut qu'ils croient en eux. Ça, c'est difficile, mais il faut que ça soit ça. Alors moi, j'ai une petite question. Oui. Oui, un peu plus technique. J'avais regardé avec Valentin la méthode DJ. Alors, on s'est fait une petite usine à gaz là, sur un tableau Excel. Et en même temps, on a votre planning qui est très bien. Alors, si j'ai bien compris, il fait son J0 l'après-midi, il fait son J1 pour revoir la veille, et ensuite, il fait son J3 pendant le week-end. Et ensuite, les J7, J15, est-ce que vous allez les proposer dans le planning ou est-ce que c'est à nous de les anticiper, de bien se les noter pour faire les piqûres de rappel? Alors, Julie, c'est très simple, très, très simple. En fait, moi, à chaque fois que je fais une écurie, alors ce que Mme Verdassi vient de dire, en fait, c'est les périodes de révision des cours. Comme je vous l'ai dit, on voit le cours le jour même, le cours le lendemain, plus le week-end. Donc, dans une semaine classique, on doit avoir 3 fois le cours. Mais en fait, à chaque écurie, à chaque test, chaque semaine, ils doivent réviser une matière, voire 2 matières depuis le début de l'année. Donc, pour vous donner un exemple,
ils ont vu la semaine dernière un cours d'atomes. Ils l'ont vu une fois le jour même, une fois le lendemain, une fois le week-end. Et ce cours-là, ils sont censés l'avoir vu pour l'écurie de demain. Donc déjà, c'est 4 fois. Et à chaque test écurie de chimie, ils vont le revoir. Donc, je ne sais pas compter combien il y en a, mais vu qu'il y a à peu près 4-5 écuries de chaque matière dans l'année, ça leur fait à peu près 7 visions, 8 peut-être pour certains, et il y aura les révisions, bien évidemment. Donc, les écuries servent à ça, servent à réviser tout depuis le début de l'année. C'est pour ça que moi, chaque écurie, chaque test, je leur fais réviser les cours depuis le début de l'année. Pas sur les derniers cours. Les derniers cours sont inclus, mais surtout sur le début de l'année, ça leur force à être présents et vraiment à réviser ces cours-là qu'ils n'ont plus revus depuis des fois 2 ou 3 semaines. D'accord, très très bien. Mais normalement, un cours qu'ils ont vu comme Atom, les premiers cours, aujourd'hui, ils vont passer peut-être 1 heure à les revoir, peut-être, pour certains. Mais dans un mois, ils vont passer un quart d'heure. C'est ça la magie un peu de la chose. Au bout d'un moment, ça défile. Ça défile. Et ça, donc moi, la méthode DJ, j'y crois pas, j'en sais rien. Moi, je pense en tout cas qu'il y a des révisions qui doivent se faire très régulièrement. Et c'est l'objectif un peu aussi du soir, entre 9h et 21h et 23h, ça aussi. C'est important de se planifier. Il ne faut jamais commencer une semaine en se disant, je ne sais pas qu'est-ce que je fais cette semaine. Il faut avoir un planning, il faut avoir un plan de bataille. Et avoir le plaisir de déchirer un truc. J'ai fait ce cours, je l'ai fini. Juste, je fais une parenthèse sur ça. L'hygiène de vie est hyper importante. Poussez à vos enfants à se doucher. Poussez à vos enfants à manger. Poussez vos enfants à manger avec vous. Ne pas être en mode je suis sur mon ordinateur, je ne fais plus rien, je ne discute pas avec mes parents. L'hygiène de vie, poussez à avoir une soirée de libre dans la semaine. C'est attention. Je suis très clair là-dessus. Une soirée de libre dans la semaine. Si vous voyez votre fils ou votre fille pendant aucun soir de libre, vous lui dites, tu te prends une soirée de libre. Souvent, c'est le vendredi ou le samedi soir. Mais il faut avoir une soirée de libre. Il faut avoir aussi un moment, pour moi, de sport. Au moins 1 heure dans la semaine de sport. À moins que votre fils ou votre fille c'est une patate. Mais a priori, si ce n'est pas trop une patate, s'il se bouge un peu, un petit footing, ça ne fait pas de mal, ça défoule et ça fait bien. Et des fois, ils vont avoir besoin automatiquement. S'ils ne le font pas, ils vont avoir besoin de complètement décompresser. Donc ça, oui, effectivement, l'hygiène de vie est fondamentale dans ça. Donc, je rebondis un peu sur ça. Vraiment, je vois, moi, je me souviens, pour vous dire dans quel état on est en première année, pour que vous compreniez bien. Moi, j'étais à ma table de travail, je me revois travailler, je me revois envie d'aller aux toilettes faire pipi, et je me vois me retenir parce qu'il faut que je finisse mon cours. Et me dit, attends, je finis mon cours, après je vais aux toilettes. Au fond, c'est débile, mais ça montre que le bonhomme, il est motivé. Donc, mais voilà, l'hygiène de vie, elle doit être là. Les douches, c'est tous les soirs. Bon, pour nous, c'est important qu'il y ait un respect des gens. Hein, mais non, je plaisante. Mais voilà, je pense que l'hygiène de vie, elle est aussi fondamentale que le travail qu'ils vont donner durant toute la journée de boulot. What else? Oui, j'ai une petite question, Jean-Baptiste. Ça me paraît, ça me paraît court le temps que vous mettez pour l'assimilation de certains cours. Je sais pas, il y a un cours d'orbital de 2h45 pages de poly et vous dites de le travailler pendant 1h45 en travail personnel. Et j'ai l'impression que ce cours, il faut 15 heures pour le comprendre, quoi. Très bien. Oui. Très bien. Vous êtes le papa de qui, excusez-moi? De Iban. Ah, Iban, ok. Le petit nouveau, là, qui oui, très bien. Sur 45 pages de cours, très bien. 70 formules. Alors, cher monsieur, mon raisonnement, il est très simple. On ne se connaît pas. Oui.
Je vous explique. Mon raisonnement, il est très simple. Vous avez absolument raison. 1h45, voire 2 heures pour assimiler des fois des cours très importants, c'est effectivement pas assez. Il y a juste une chose qui est importante, c'est que moi, depuis août, je l'ai fait travailler. Et en fait, depuis août, je vous donnerai le programme que je leur ai donné depuis le mois d'août. Ce cours d'orbital en question, ils sont censés l'avoir vu une fois le 4 août, plus une autre fois de révision la semaine du 4 août. Ils l'ont vu au stage de pré-rentrée une fois en cours, une fois en révision, et encore une fois pour travailler le concours blanc. Donc, au minimum pour l'étudiant qui est un peu sérieux, en tout cas qui a fait la formation un peu avec nous durant le début de l'année, effectivement, il est censé passer 1h30, 1h45. Mais il est clair que pour l'étudiant qui n'a jamais touché Orbital, pour l'accumuler et pour l'assimiler, ça prend beaucoup plus de temps. Alors, ça, c'est mon premier chapitre pour que ça soit clair. Deuxième chose, ils vont avoir des cours qu'ils n'auront pas vus avec moi. C'est-à-dire qu'il y aura des cours, effectivement, qui seront longs et qui n'auront pas vu avec moi. La première vision, en aucun cas, je demande de l'assimiler le cours. En aucun cas. Ce n'est pas l'objectif de la première vision. La première vision, c'est j'apprends les globalités, j'apprends les généralités, ce que j'ai entendu en cours et que je capte et que je retiens de suite. Mais je ferme mon cours, et c'est ça la difficulté, je ferme mon cours en disant je ne le connais pas par cœur. Et ça, je vous le dis, et moi je l'ai vu un peu avec la discussion que j'ai eue avec Iban, ça, c'est le problème des gens intelligents qui n'ont aucun cours ne leur a résisté en fait dans leur cursus scolaire. Et là, il y a un truc qui leur résiste. Et ils se disent, moi, je vais passer 5 heures, coûte que coûte, je vais passer 5 heures. Des fois, ça peut marcher maintenant, au début de l'année, mais à la fin, ça ne marchera pas parce qu'ils n'auront pas le temps de réviser les autres cours. Donc, un cours, il faut apprendre, même si on ne sait pas parfaitement, à passer. Et là, vous avez parlé d'un cours un peu particulier, mais sur un cours classique, pas plus que 2 heures, 2 heures et demie, 2 heures et demie grand max. Quitte, bien évidemment, obligatoirement, le lendemain le revoir, où là, il va apprendre des notions nouvelles, des choses qu'il n'a pas vues la veille. Et le week-end, il va le revoir. Et pour un cours comme Orbital, bien évidemment, qu'au bout de la 5e fois, il va commencer à capter quelque chose. Mais jamais, ne pensez jamais que la première fois qu'on voit un cours comme ça, on doit passer 1h45. Vous avez absolument raison. Mais voilà, je suis obligé d'être dans la continuité de ce que je fais, ce qu'on a fait depuis le mois d'août. Ça, c'est sûr. Mais effectivement, je pense que sur certains cours, et pareil, regardez, Iban et tous les autres vont avoir glucides et lipides. Ce sont 2 gros cours de l'année. Il y a 2 fois 2 heures et c'est des gros pavés. Normalement, sur chaque cours, ils doivent passer, moi je me souviens, j'ai passé 3 heures, 3 heures et demie sur le cours, tellement que c'était énorme. Ces cours-là, je les ai bien dégrossis au stage de pré-rentrée. J'ai fait un cours des lipides et un cours des glucides. En fait, ce cours-là en question, comme je vous l'ai dit dans le programme, il faut qu'ils l'entretiennent pour que, et j'aurais fait 2 heures de cours sur ce cours-là, pour que lorsqu'ils vont arriver le jour J, au lieu de passer 3 heures et demie, ils n'en passent que 2 heures. Et ça, si on ne l'entretient pas, si on ne le fait pas, on n'y arrive pas. Dans le cas de Iban, pour son cas, lui, c'est sûr qu'il va passer 3 heures et demie parce qu'il ne l'aura pas vu. Mais dans la logique, en tout cas, de mes plannings, quand je dis, voilà, demain ou je crois après-demain, vous révisez lipides glucides, c'est des étudiants qui l'ont vu un peu en amont. Voilà. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont vu, qu'ils ont entendu, qu'ils ont essayé de comprendre et qu'ils ont dégrossi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais oui, je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit. Mais voilà, j'essaie en tout cas d'être cohérent avec la préparation et pour tout vous dire, même avec la préparation de la terminale. Et la terminale aussi, moi, nous a servi. Et je vous donne un exemple. Pour ceux qui ont suivi toute la terminale, par exemple, Valentin, le fils de Julie, un garçon comme Valentin, le cours d'atome, normalement, en temps normal, normalement, s'il a fait tout ce que j'ai dit, il a lu 10 fois le cours. 10 fois. Alors, encore une fois, il y en a qui le font bien, pas bien. Bon, je ne suis pas là pour juger, mais voilà, c'est toujours dans cette optique-là de dire, en fait,
je les ai fait travailler en amont pour qu'aujourd'hui, ils soient un peu plus détendus, un peu plus sereins, on va dire. Ok, merci. Désolé. D'autres questions? Oui, Dan, tu m'entends? Oui, oui, oui. Jusqu'à quelle heure il doit travailler, Sacha, le soir? Alors, vous m'avez posé une question. Jusqu'à quelle heure il doit travailler? OK. Et vous m'avez dit après Sacha. Donc, c'est deux questions différentes. À quelle heure il doit travailler? Je n'ai pas de réponse à cette question-là parce qu'il y a des étudiants qui travaillaient jusqu'à 4 heures du matin, mais qui se levaient à 11 heures du matin le lendemain. Et je vous le dis, un garçon de chez moi qui a fini 22e, 24e, il avait ce rythme-là, 4 heures du matin, et il se levait à 11 heures du matin. Ce n'est pas un exemple. Moi, si je commence à dire ça, si je commence à faire ça dans un planning, vous allez me sauter dessus. Bon. Mais ça a marché pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est hyper efficace la nuit. OK. Il y en a qui sont épilés. Moi, je sais que ma femme, à partir de 9 heures le soir, les machines, les machins, les bidules, il faut transporter. Moi, je ne suis pas capable. Au bout d'un moment, la nuit, la soirée, c'est la soirée. Il y a des enfants. Et là, je réponds à la deuxième question. Si vous me dites Sacha, c'est lui qui doit se connaître. S'il voit qu'à 11 heures, c'est fini, à 11 heures, c'est fini. Aurélia, la fille de Isabelle, qui a réussi chez nous l'année dernière, elle, à 22 heures, son cerveau n'était plus apte à faire quoi que ce soit. Elle avait l'intelligence de dire, moi, je ne suis pas là pour perdre mon temps, je préfère faire passer une bonne nuit, avoir mes 7-8 heures de sommeil, ok, mais à la fin de l'histoire, moi, je suis en forme le lendemain. Et je ne suis pas en train de perdre mon temps. Et c'est là où ils doivent se connaître, savoir où ils sont efficaces, à quel moment ils le sont. Et si des fois, on se couche à 9 heures, mais on se lève à 6 heures, je dis Amen. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si quelqu'un fonctionne comme ça. Mais il faut avoir ses heures de sommeil. Celui qui se couche à 4 heures et qui se lève à 9 heures, ça, c'est no way. C'est même pas la peine. Ça, on arrive dans des trucs qui font n'importe quoi. Donc, effectivement, il faut travailler dans des heures où on est le plus efficace. Il faut se connaître soi-même. Je n'ai pas de règle à vous dire. Je vous dis juste que tout va dépendre de l'efficacité la plus importante chez un étudiant. Voilà. 23 heures, pour moi, c'est une heure globalement acceptée. 22h30, 23 heures, globalement. Plus tard, c'est un risque au niveau de la longueur parce que c'est un marathon qu'ils vont faire, c'est pas un sprint. Donc, moi, je ne veux pas les retrouver au mois de fin octobre sur les rotules. Donc, il faut aussi gérer son physique. Mais les 8 heures de sommeil, il faut qu'ils les aient. Allez, 7 heures de sommeil, il faut qu'ils les aient. 7 heures, c'est le minimum. Et c'est pas, je suis dans ma… Bon, je suis peut-être… J'exagère, mais je ne suis pas dans ma chambre en train de jouer au téléphone. En fait, je pense me coucher à 11 heures, mais je me couche à minuit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça aussi, c'est important qu'on se couche, on se couche. Il y a une année de sacrifice, ben, le portable, on laisse de côté, puis c'est tout. Bien sûr. Voilà. Merci. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, c'est parfait. Écoutez, vous avez bien compris à qui vous avez affaire maintenant. Les questions ne s'arrêtent pas aujourd'hui. Les questions, elles sont tout le temps, quand vous voulez. Je dors très rarement, à vrai dire. Donc, vraiment, vous m'appelez, vous m'envoyez un message, vous faites un vocal. N'hésitez pas. Je fais ce métier pour ça. Okay? Sinon, je serais tranquille dans mon cabinet dentaire à me dorer la pilule. Donc, vraiment, je fais ça pour ça. Cette réunion, je l'ai vu comme un plaisir personnel. C'est très égoïste. Ne croyez pas que je fais ça comme un truc très difficile. Je le fais vraiment pour mon plaisir. Donc, vraiment, moi, vous m'appelez le lendemain pour reparler. Vous venez dans mon bureau, vous venez même chez moi avec plaisir. Il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est qu'on ait cette relation fluide. Voilà. Je voulais juste remercier Dan parce que grâce à lui, ma fille a réussi, parce que aussi grâce à elle et bien sûr, mais aussi grâce à son travail. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle on a inscrit Émilie. Donc
à nouveau dans cette écurie parce qu'on a été très satisfait de l'accompagnement. Voilà. Donc, je voulais quand même le souligner. Voilà. Avec plaisir. On avait dit la pub, c'était un peu plus tôt, hein, Isabelle. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, merci, Dan. Voilà, vous savez, la seule chose pour me rendre, moi, vous savez, c'est ni financier, c'est rien. La seule chose que le côté réciproque, c'est quand vous allez venir me voir et vous allez me solliciter. Ça, c'est la plus belle chose. C'est le plus beau retour que vous pouvez me faire. Je n'en demande pas ni des remerciements, ni ça me fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Moi, ce que je veux, c'est que vous veniez me voir et me disiez, voilà, mon fils, il a un problème, mon fils, il a ça, ma fille, elle a besoin de ça. Voilà, ça, c'est le plus beau retour que vous pouvez me faire. Le reste, après, je vous laisse juste. Voilà, merci beaucoup. Et bonne soirée. Et on va emmener vos enfants. Et mon objectif, c'est ni de faire 30%, ni 40%, ni 50% de réussite. Je veux que tout le monde réussisse et j'essaye de leur faire comprendre ça. OK? Bon courage à tous. Merci beaucoup. Merci.